Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, une nouvelle présentation, The Villainess de Jeong Byung-gil avec Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun et Bong Sung-hyung ou Jung. C'est un film, donc une espèce de thriller avec beaucoup d'action qui dure 2h09. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h09? Les premiers instants du film, c'est une petite fille qui a été enlevée dans le but d'en faire une tueuse. Mais une fois grandie, Suki est un petit peu perdue et recrutée par le chef de service de renseignement sud-coréen. Et elle va être mise en place dans la vie réelle comme agent dormant, lui offrant donc une seconde chance de s'échapper de son passé de tueuse. C'est un film qui a été très salué, c'est un film que généralement beaucoup de gens ont aimé, plus fort que The Raid, plus dramatique que Nikita. Ça m'a déjà fait peur quand j'ai vu ces lignes-là, j'ai regardé le film, je n'ai pas forcément très apprécié. On voit bien le rapport que ce film instaure avec d'autres films du style Kill Bill, Old Boy. J'ai même entendu quelqu'un en faire une comparaison avec Colombiana ou Au revoir à jamais dans les mêmes critiques. Ça m'a un peu étonné, mais donc voilà, c'est cette idée de femme forte comme agent secrète qui fait des choses de fou et surtout qui a un côté très Nikita dans l'histoire, avec cette femme qui est issue d'un milieu agressif, qui est transformé en un personnage beaucoup plus discipliné. Ici, dans le cas de ce film, c'est une tueuse professionnelle mais qui n'a pas de but, qui sert un mauvais dessein, qui va être retransformé, reconfiguré, recodé en un agent beaucoup plus docile et beaucoup plus efficace. Donc ça reprend vraiment l'idée de Nikita, mais je trouve moins bien, puisque ça s'encombre de beaucoup plus de drame, de narration, de développement de personnages, là où Nikita avait le strict nécessaire, mais ça fonctionnait. Ici, c'est un petit peu boursouflé, l'histoire est encombrante, bien sûr avec des combats incessants pour remonter la dose, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas une nouvelle formule, bien sûr, comme les gens aiment toujours dire, oh là là, révolution, révolution. Non, pas forcément. Les twists sont ratés, ils sont pas suffisamment intéressants, c'est en cela qu'ils sont peut-être ratés. Il y en a pas beaucoup, il y en a un tout d'un coup que, oh là là, c'était donc lui, mais vous voyez, genre le machin qui ne suit pas du tout. Mais à la limite, on n'attend pas forcément ce film pour ça, mais le problème c'est que ça prend de la place, donc du coup on est aussi obligé de prendre ça en compte, de prendre l'histoire en compte, au-delà de simplement des scènes de combat. Ça a beaucoup de mal aussi à s'enchaîner parce qu'il y a beaucoup de flashbacks jusqu'à un certain point. On rend trop complexe le film alors que ce n'est pas nécessaire. C'est de la complexité pour de la complexité. C'est vraiment une formule comme ça que j'utilise, une expression. Mais dans ce film-là, vous aurez peut-être cette impression de complexité pour la complexité. Alors là, on revient en arrière et tout ça, ce qui crée une espèce de confusion dans les temporalités. Alors, c'est à quelle époque celle-là de séquence? Alors, en plus, on se perd, ils se ressemblent tous, c'est un petit peu confusant. On reconstitue le puzzle de la narration au fur et à mesure, mais ce n'est vraiment pas évident. Il y a un côté labyrinthique, un va-et-vient entre le passé et le présent, qui ne crée pas de temps mort. Ça, c'est vrai, mais ça perturbe aussi grandement. Ce n'est pas forcément aussi à mener avec son lot de transitions. C'est des fois d'un cut à l'autre. C'est un peu l'impression à l'échelle d'une séquence, le parallèle qu'on peut faire avec une scène dans le film où Suki donc essaye de s'échapper du complexe des agents de renseignement et elle traverse tout un ensemble de petites pièces, de petites scènes qui sont des fois un petit peu décousus, qui arrivent comme ça sans prévenir, qui font une espèce de vitrine de l'agence de renseignement. Et c'est un peu l'impression des fois qu'on a devant le film, on a des enchaînements de petites scènes qui sont peut-être pas nécessaires, qui vendent pas grand-chose. Moi j'aurais voulu peut-être plus rentrer dedans, c'est-à-dire un effet d'immersion, mais je trouve que le film ne nous le sert pas forcément, c'est très confusant, en plus il y a la confusion des noms, ça n'aide pas. Mais bon, après là c'est que culturellement moi j'ai du mal, il n'y a pas de souci, on a l'impression
d'un espèce de cauchemar quand on voit ce film-là. Il y a une succession de décors dans cette séquence donc de l'agence de renseignement, comme vous avez une succession de scènes que vous ne voyez pas forcément bien transitionner d'une à une autre. Il y a des effets esthétiques qui sont vraiment bien, mais c'est la narration qui a besoin d'être travaillée pour le coup. C'est très confusant, mais à force. Parce que le film il fait 2h09, ça commence à rentrer. Mais on ne devrait pas se forcer à ce point-là, ce n'est pas normal. Et je ne vois pas spécialement pourquoi, en fait, je devrais avoir en face de moi, dans ce film-là, un va-et-vient entre le passé et le présent. On aurait pu l'évoquer dans un dialogue, ça nous aurait évité beaucoup de choses. Si c'est pour faire tout un build-up du twist, comme quoi, voilà, ce personnage, eh bien maintenant, il est comme ça... franchement, c'est très très vain. Vraiment, la forme de la narration est très très vaine. En plus de choses évidentes quand on fait des films de ce type-là, c'est qu'il y a un certain laxisme dans la physique et dans les choses que nous voyons, une cohérence. Hein. Mais là, c'est les séquences d'action qui fonctionnent de cette façon-là pour que ça soit plus gérable, plus digérable pour le spectateur. On a des séquences où il y a la femme qui se bat contre des tonnes de gars. Ils viennent toujours les uns après les autres, c'est ridicule, mais là c'est presque une esthétique de jeu vidéo, bien que on se demande où est cette esthétique, parce que même dans les premiers jeux vidéo qui fonctionnaient de cette façon, c'est-à-dire une personne contre des tonnes, ils n'étaient pas à venir l'un après l'autre. C'est des trucs comme Assassin's Creed où les mecs ils codaient tellement mal leurs personnages. Donc franchement là on voit vraiment de 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est très agaçant de voir ça en fait. Et puis aussi les choses... Les mecs, ils sont je sais pas combien dans l'immeuble, il n'y en a pas un seul qui a une arme à feu, quoi. C'est assez délirant, mais encore une fois, ce n'est pas réaliste, c'est de la fiction, donc on est censé être en immersion dans un univers fictif, une impression de fausse réalité. Ce n'est pas la réalité qu'on nous présente dans le film. Non seulement, comme d'habitude, comme pour chaque film, c'est la réalité perçue par son auteur, par son réalisateur, mais ce n'est en plus pas une réalité qui correspond à celle que nous connaissons en termes de psychologie, en termes de physique, en termes d'action, de gestes, de réflexes. Donc forcément, on a des fois des moments où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien parce que c'est le bordel qui est accepté par les codes du film. Donc ça, en fait, il faut faire une démarche. Et ça, je ne l'ai pas faite quand je l'ai regardé la première fois, le film. Il faut faire une démarche d'acceptation. Vous savez, ce fameux contrat sur la suspension d'incrédulité, eh bien, il y a un contrat pour chaque film. Et bien, pour celui-ci, il y a aussi toute une panoplie de petites choses qu'il faut accepter dans le film. Et au premier visionnage, eh ben, je crois que j'ai loupé certains paragraphes du contrat. Ça m'a échappé. Mais par contre, au deuxième, j'ai un peu plus apprécié l'ensemble. Alors, c'est peut-être un retour que je voulais vous faire aussi, c'est que le film va un peu dérouter, va un peu énerver, parce qu'on a vraiment des séquences d'action qui sont bien, mais avec tout un ensemble qui sonne tellement faux, qui sonne ridiculement vain. J'aime beaucoup le terme vain dans cette critique, hein. Je suis désolé. Mais oui, vraiment, le premier visionnage est très confusant. Hein. Et le deuxième, vous arrivez à reformer le puzzle un peu plus clairement, et c'est plus agréable du coup. L'action est donc intensive, avec des temps de pause, de développement de personnages. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un manque de profondeur? Je pense qu'il y a suffisamment de profondeur pour ce type de film, sauf que c'est une profondeur qu'on a déjà vu beaucoup de fois si vous connaissez beaucoup de films de ce style-là. Ne serait-ce que si vous avez vu Nikita, ça devrait moins vous toucher. C'est encore une fois, quand on a vu trop de films, c'est difficile de nous surprendre. Alors, on est surpris par le moindre petit truc, mais après, il faut remettre ça en perspective. Ce film, je trouve qu'il n'y avait pas une vraie profondeur, encore une fois, parce que j'ai vu trop de films, hein, ça me désole de le dire, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, pourtant, le personnage est bien. Suki est un agent dormant qui va se reconstruire une nouvelle vie sous surveillance. Ça, c'est intéressant, parce qu'autant dans Nikita, on a la personne qui est balancée dans la vie réelle et qui va trouver quelqu'un avec qui elle va être. Et après, on va avoir des fois des moments où elle va être appelée par l'agence. Mais ici, elle est balancée en effet dans la vie réelle, mais elle va être quand même sacrément surveillée.
Et du coup, on n'aura pas cette impression de liberté du personnage. Elle sera continuellement sous contrôle. Mais ça reste une héroïne extrêmement déterminée, encore une fois motivée par une vengeance, parce qu'on a tué sa famille, alors elle veut se venger, tout ça. Hantée par quelques démons, mais qui ne la touchent pas plus, mais qui quand même motive ses dernières actions et surtout sa volonté. C'est compliqué d'être avec l'héroïne. Les flashbacks peuvent nous aider pour se préoccuper du personnage, de son destin, mais alors vous n'avez absolument pas peur pour elle, ça c'est une première chose. Il n'y a pas de frisson de est-ce qu'elle va s'en sortir, mais plutôt est-ce qu'elle va y arriver. Vous voyez la nuance, c'est-à-dire est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'elle va peut-être périr dans l'action. Ça, ce n'est absolument pas le cas dans le film, et c'est quand même regrettable parce qu'elle est vraiment dans des moments de danger assez extrêmes. Mais est-ce qu'elle va y arriver? C'est plutôt est-ce qu'elle va remplir son objectif, hein, ou est-ce que sa cible va lui échapper? Donc voilà, c'est plutôt la tension se pose là, mais pas sur sa sûreté. Et je trouve que c'est toujours un grand problème dans beaucoup de films avec des personnes qui font des choses incroyables comme dans The Villainess, c'est que souvent le personnage principal... à aucun moment on a peur pour sa vie, et c'est un vrai problème dans l'écriture des situations. Ça revient aussi au scénario. Il y a un problème dans l'écriture du scénario. Autant il y a un élan qui est quand même fait pour essayer de lui rétablir une stabilité psychologique avec ce petit copain là qui s'occupe de sa fille, et du coup quand il arrive quelque chose à ce petit copain, ça marche plutôt bien. Mais après, quand il s'agit simplement du personnage principal, eh bien là tout se décompose. Il manque des choses, ou alors c'était vraiment le but voulu de ne même pas mettre en danger le personnage, et pourtant elle fait des trucs de fou, on va se dire oh là là, mais ça marche pas en fait, parce qu'elle est tellement monolithique, imposante dans ses actions précédentes que quand il arrive un danger, on sait très bien qu'elle va l'éviter. Et ça revient au premier plan du film, qui est une vue à la première personne. Il n'y a pas d'empathie. Franchement, je vois pas où est l'empathie, où est l'identification en fait à ce regard. Parce qu'on sait très bien que nous, on peut pas faire ça, donc on épouse un regard qui n'est pas le nôtre, forcément, bien sûr. Un regard aussi qui est, alors je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, est sorti à un moment parce qu'on frappe la personne contre un miroir, et la caméra sort comme ça du corps, comme si c'était... Je sais même pas, juste un effet esthétique, hein. Notre regard n'est plus le nôtre, c'est celle maintenant d'une vraie caméra de cinéma, et encore ça c'est contestable, hein, parce que c'est plus une bouillie, mais là j'utilise une bouillie, parce que souvent on dit oui Jason Bourne c'est de la bouillie, mais on y reviendra après de cette fameuse bouillie. Mais vraiment le premier plan, alors c'est assez intéressant esthétiquement de voir ça, mais j'ai du mal à voir en fait l'intérêt de commencer le film avec un plan de ce style-là. Là, ça m'échappe un petit peu l'idée du film comme ça. On sait même pas qui on est en fait. Donc c'est un peu en fait comme le personnage principal. C'est peut-être pour ça que c'est logique en fait. On ne sait pas qui on est puisqu'on fait des actions horribles. On ne sait pas qui on est. Et après on se rend compte que c'est une femme parce qu'on entend quelques bruits. Mais après bien sûr quand la caméra recule du miroir, on voit que c'est elle. Et après, elle continue le massacre, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport différent en fait. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Il y a une espèce de démesure de violence, et on devrait s'identifier à cette violence. Si on n'aime pas trop la violence, c'est vrai que de base, le film va nous refroidir, hein. N'allez pas regarder Villainess si vous n'aimez pas trop les films de meurtre, hein. Là, il s'agit que de ça, hein, les agents de renseignement. Non, c'est agents tueurs professionnels, hein. Je tiens quand même à le préciser parce que le film, il découpe, hein. Il y en a beaucoup, hein. Le réalisateur passe beaucoup trop de temps à travailler ce personnage au point qu'il est facile presque de confondre, je dirais, une complexité illusoire, une fausse complexité avec une vraie substance, une vraie essence dramatique. Les actions de Suki pourraient avoir peut-être plus de valeur si le film nous donnait un contexte peut-être dans le bon ordre. Du coup, il y aurait moins de twists, ça je veux bien le laisser,
mais je pense que dans le bon ordre, ça aurait peut-être fait plus l'effet, mais du coup, on aurait l'impression, dans le premier tiers du film, d'une petite succession de scènes un peu brusques, un peu abruptes. Donc, ils ont fait le choix, en fait, de pulvériser tout ça et de le mélanger avec la ligne principale du récit, mais du coup, ça donne un côté tellement fourre-tout, tellement déstabilisant. Ce personnage féminin, eh bien, il va apprendre de nouveau à être discipliné, à jouer la comédie, parce qu'on voit que les agents féminines de renseignement apprennent le théâtre. Et il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait tout de suite penser à Nikita, c'est quand elles sont devant le miroir et qu'elles se maquillent. Et moi, je me rappelle toujours de cette phrase qu'il y a dans Nikita, où elle est en train de se faire maquiller. La personne qui la maquille, je ne sais plus qui c'est, hein, je ne veux pas oser te dire de faux noms, mais elle lui dit je vais vous apprendre à redevenir femme. Voilà, donc c'est l'idée au lieu d'être une machine qui tue sans arrêt, ou d'être une sauvage, hein, comme dans Nikita, eh bien elle va réapprendre à devenir femme, donc à se faire belle, à avoir un pouvoir de séduction au-delà de simplement savoir se battre et savoir couper des têtes, quoi. Donc, bien sûr, c'est une cover, une couverture pour, bien sûr, jouer la comédie, parce qu'elle est actrice dans le film. Enfin, elle a le rôle d'actrice dans le film quand elle sort dans la vraie vie, pour avoir un semblant de vie normale. Alors, du coup, quand elle sort de là, elle a un petit copain. Alors, le petit copain, bien sûr, c'est un mec du renseignement, hein, parce qu'il faut protéger et surveiller l'agent dormant. Alors, est-ce que cette fake romance, n'est pas un petit peu maladroite? Ça devient très sérieux aussi, du coup, à un moment. Mais c'est de courte durée. Je trouve pas que la romance est inutile, mais bon, quand on voit ça fait quand même doucement rigoler, quoi, parce que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Le mec joue pas forcément très bien. En fait, c'est quand même... Voilà, c'est ça qui est troublant, c'est que le mec joue faussement un mec qui doit aimer la femme. Alors c'est vraiment assez lourdingue, mais à la limite, si on n'est pas trop habitué à la romance asiatique, hein, si vous avez vu pas mal de trucs comme de films un peu de romance ou de comédie romantique asiatique, ça devrait plus vous faire sourire que vous exaspérer. C'est gentil, c'est pas dramatiquement faux, je dirais, puisque ça correspond, je pense, plutôt à leur code à eux. Donc moi, ça m'a pas vraiment gêné. Généralement, tous les personnages ont toujours des petites choses qui les rendent pas unilatéralement bons ou mauvais. Ces personnages ont un bon point en commun, c'est qu'ils sont... c'est qu'ils sont ni noirs ni blancs, ils sont jaunes. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont gris, hein. Que le manichéisme est quand même réduit, sacrément. Et ça, c'est plutôt un bon point dans l'écriture. Ça se présente aussi beaucoup, ce manichéisme réduit, dans des séquences de dialogue, hein. Mais pas forcément dans la caractérisation, voilà, des gestes des personnages. Et ils ont des raisons de faire ce qu'ils font, et ça, c'est le plus important. Visuellement, le film botte des culs. C'est un film qui est beaucoup salué, hein, par les critiques dans ses prouesses techniques. Dans les scènes d'action, c'est une esbrouffe visuelle pour moi, hein, vous savez ça. La caméra fonctionne comme un roller coaster avec des mouvements audacieux. C'est assez spectaculaire. Le premier plan du film l'est déjà et montre déjà le potentiel du film. C'est un plan en vue subjective, comme je vous avais dit. C'est beaucoup mieux qu'Hardcore Henry, parce qu'Hardcore Henry n'acceptait pas son propre concept, puisqu'il faisait des ellipses pendant son plan à la première personne. Bien sûr, ça s'échelonnait sur une plus longue durée, mais le film faisait des ellipses et ne gérait pas forcément à chaque fois bien ses ellipses. Donc ça donnait un côté très mal fait, très fake à l'ensemble esthétique. Ici, c'est vraiment réalisé avec des petites prouesses par-ci par-là. Et puis, ce film, étant donné que c'est pas une énorme production, des fois ils ne peuvent pas faire les plans visuels qu'ils veulent. Donc, je parle bien sûr en plan séquence. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des transitions au volet et après gomment la transition par la suite en effets spéciaux. Ce film regorge, mais à foison, mais d'une façon tellement spectaculaire que c'est indécent, hein, de transition au volet. Vous avez l'impression que le plan c'est d'une seule traite. Non, ils ont fait des volets
partout. À chaque fois que le personnage passe un objet, même que la caméra passe d'un personnage à un autre, ou qu'il y a une espèce de truc noir comme ça, comme un bras par exemple qui passe dans le champ de la caméra, vous pouvez être sûr qu'il y a eu une transition à ce niveau-là. Ça foisonne parce que des fois il y a des petites variations de lumière, il y a des variations aussi dans le rythme, ça c'est un peu subtil, dans le rythme de mouvement de caméra, c'est-à-dire que la caméra est rapide et à un moment elle est légèrement plus lente, c'est qu'à ce moment-là ils ont fait une coupe et qu'après ils ont refait le même mouvement pour enchaîner avec le plan B. Donc du plan A il y a une certaine vitesse et le plan B il y a une autre vitesse, donc ce n'est pas exactement la même, et vous le voyez quand il y a une transition, vous dites oh là là, la suite elle est beaucoup plus lente. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Alors il ne s'agit pas d'un espèce de pinaillage. Je pense que les gens qui voient beaucoup de films, qui voient aussi beaucoup de films en caméra portée, qui voient beaucoup de films d'action, je pense que vous pourrez le regarder et le voir, cette petite différence à l'œil nu. Alors c'est pas partout mais ça arrive. Alors pourquoi ce grand effet esthétique comme ça, juste pour l'effet de style, juste pour dire regardez ce qu'on fait, c'est souvent ce que je reproche un peu au cinéma coréen, c'est de se la péter, mais pour finalement pas grand chose que de l'effet visuel comme ça gratuit pour regarder, voilà c'est spectaculaire, mais ça veut pas dire grand chose, surtout quand on voit dans ce fameux premier plan la sortie de la caméra, de la tête du personnage, donc on n'est plus à la première personne, on est, on va dire, à la troisième personne, même pas, puisque la caméra après s'échappe un petit peu, mais reste quand même proche de son personnage, en tourbillonnant autour d'elle, comme une espèce vraiment de tourbillon de violence, de combat. C'est assez, ça éprouve le spectateur, hein. Par moments d'ailleurs, cette folie de la caméra pose un sacré problème de point de vue, avec qui on est et aussi on est qui avec cette caméra qui parfois épouse le regard du héros. Il y a une perte de repère dans certains moments des séquences d'action. Pourrait-on dire facilement une perte d'identité comme le personnage, sauf que ça ne travaille pas tant le film que ça. Donc ça ne peut pas être une perte d'identité comme ça. Le film ne fait pas de focus sur cette idée d'identité. Le problème, c'est que ça rend les angles de prise de vue choisis très très confus. Il y a une perte de repère plus qu'une jubilation de l'action, pour ma part. Là où Jason Bourne a un propos de fond qui pousse complètement la forme. Je vous renvoie à mon analyse de Jason Bourne si vous voulez plus de détails, mais il y a un vrai propos par rapport à Jason Bourne. Là, j'ai beaucoup de mal à voir. Il y a une différence en fait entre le propos du film et la forme du film. Et c'est là où on voit que le film finalement, voilà, c'est beaucoup d'esbrouf pour rien quoi. J'ai revu plusieurs séquences par moment. Il y a une séquence où elle arrive chez un mec pour le tuer. Et après, il y a un combat au sabre. On dirait presque Tekken 3, la façon dont c'est filmé. C'est assez affreux, c'est très sanglant, très violent. Il y a beaucoup de peau coupée et de gerbes numériques. C'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, soit pour les doublures de cascade et pour les lames aussi. On recrée les lames virtuelles et après on rajoute le son pour qu'on ait l'impression qu'il y ait du combat à la lame, mais bon, ça reste numérique, les giclées de sang aussi, le son, avec quelques gros plans quand même où on a l'effet, je pense, qui a été fait au tournage, mais autrement, il y a beaucoup de choses qui sont faites numériquement, il y a aussi les raccords entre les plans, même si c'est bien fait et qu'on ne les voit pas, il y a une différence, voilà, des fois entre un plan et un autre, ça se voit, et des fois même une ellipse. Ça trahit la nature de la transition et ça rend visible son artificialité. Donc voilà, il y a des raccords invisibles pour un œil qui n'est pas exercé, mais qui est visible, mais réellement visible pour celui qui est entraîné. Pour la séquence en moto, c'est une séquence qui est assez spectaculaire, hein. Il y a des plans impossibles à faire. Je pense qu'ils ont utilisé des caméras super légères, toutes petites. Il y a beaucoup d'énergie qui est dégagée dans cette séquence. Il n'y a pas de danger, donc cette séquence n'est pas frissonnante, ne serait-ce que pour juste l'effet. Mais l'effet n'est pas accompagné d'un contexte qui serait l'héroïne qui est mise à mal. Donc je trouve qu'il y a, encore une fois, il y a un problème. Le côté performance du film, c'est bien joli, ça s'agite, mais il n'y a rien derrière. Donc ça en fait un film, pour moi, qui est très vide. Juste pour faire plaisir, c'est une question que je me pose, justement.
le faire plaisir juste pour les effets esthétiques. C'est comme Baby Driver, hein. C'est la même impression que j'ai eue avec Baby Driver. Quel est le but derrière? Qu'est-ce que je cherche en fait avec ce film? C'est la question que je me pose par rapport à ce que je recherche aujourd'hui dans les films. Un plaisir instantané, sans enjeux, qui ne sont peut-être découverts qu'après. Quand on a vu beaucoup de films, on ne cherche peut-être plus de films sur des instants brutaux, comme pourrait l'être The Villainess, sur la performance de la mise en scène, parce qu'on a presque tout vu. Mais peut-être qu'on recherche la performance de l'écriture, la performance de la mise en place des situations. Mes goûts ont peut-être légèrement changé, après je vieillis donc forcément, mais mes goûts en termes d'attente sont un peu différents et je cherche davantage la situation trépidante, la situation qui va me créer du suspense, l'écriture de la scène avant peut-être une mise en scène. Ces derniers temps, je suis beaucoup plus refroidi par les films à gros effets s'il n'y a pas un travail d'écriture derrière qui suit et qui crée des situations intéressantes. Je trouve que j'ai vraiment évolué dans ma recherche de plaisir dans un film, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup plus sur l'écriture des situations, l'écriture de ce qui se passe, plutôt que comment on va mettre en scène cette situation. Après, comme je vous avais dit, le film n'a aucun temps mort. Ça dépendra de chaque personne, au final. Je dirais pas dans ce cas-là que le réalisateur est un génie de la mise en scène, parce que ça ne sert à rien d'être un génie de la mise en scène si les situations sont mal narrées au script. Hein. Donc, on parle comme ça dans les critiques de The Raid. Je ne suis pas d'accord. Il y a une performance sportive en plus dans The Raid qui n'est absolument pas mise en avant dans ce film-là. Parce que The Raid, c'est quand même la performance sportive de gens qui sont formés aux arts martiaux, et la caméra, maniée par je pense, un grand fan d'arts martiaux, laisse l'espace nécessaire au personnage pour performer et adapte aussi son montage à la performance, alors qu'ici on n'est absolument pas dans un découpage de performance, on est beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre du cinéma, avec une utilisation de décors qui est assez formidable quand il y a les deux personnages principaux qui se battent comme ça, et ils se cassent dans la vitre et ils commencent à se battre dans une façade de bâtiment sur des bouches d'aération à l'extérieur dans la rue, mais à plusieurs mètres de hauteur, et c'est assez spectaculaire, c'est assez enivrant en fait quand on regarde esthétiquement le film dans ces scènes d'action, mais c'est aussi super vain parce que ça amène à pas grand chose, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, quoi. C'est chiant. Là, à la fin, ça commence à venir parce que ça fait, je sais pas combien, ça fait 10 minutes que les mecs se battent, et à la fin, la femme, elle a tellement envie de tuer l'autre qu'elle arrive avec une voiture. Ça, c'est vrai que c'est le moment assez classe. Hein. C'est le moment où moi, je me suis dit, ah là, le film, il commence à démarrer doucement, alors que c'est la fin. La femme, elle veut vraiment buter le mec en face. Le mec, il s'enfuit dans un bus. Or, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une voiture au hasard, elle bloque l'accélérateur, et elle, comme ça, elle détruit la vitre avant, et elle commence à monter sur le capot de la voiture avec une hache pour se jeter sur le bus. Enfin voilà, des trucs, tu dis waouh putain, ça c'est de l'agression, quoi. Mais il faut vraiment attendre la fin pour que, encore une fois, comme je vous le disais au début de la critique, à force de le faire, ça commence à rentrer. Mais sauf que moi, c'est vers la fin que c'est rentré, quoi. J'ai vraiment vers la fin, quand elle rentre chez elle et qu'il y a une explosion. Voilà, je n'en dis pas plus, mais quand elle rentre chez elle et qu'il y a une explosion, là, moi, j'ai commencé à être bien dedans en termes d'enjeu. Mais c'est bien parce que 1h30 avant, c'était laborieux, et que, bon, je n'allais pas arrêter le film, quoi. Je continue à regarder le film, qu'à un moment, ça commence à rentrer. Mais je trouve que le film fait vraiment pas beaucoup d'efforts au départ pour nous faciliter la tâche. Hein. Par contre, encore une fois, esthétiquement, c'est super bien, c'est très bien éclairé, même les scènes de nuit sont super bien éclairées. Alors là, encore une fois, les mecs ils font le travail, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne méritent pas tout l'effort esthétique qu'ils ont mis dedans, quoi. C'est très vain, hein, avec encore une fois des gens qui font des critiques sans trop savoir. Je pense que les gens qui font des rapports avec Oldboy, c'est des rapports très lointains, puisque Oldboy, de mémoire, dites-moi si je me trompe, il est chronologique, alors que ce film-là ne l'est pas. Et puis le parcours du héros est très, très différent, parce que dans Oldboy, le mec doit tout redécouvrir sur l'environnement qui l'entoure, alors que dans le cas de The Villainess, l'héroïne,
elle doit à la limite se redécouvrir, mais encore une fois, c'est pas un enjeu du film. L'enjeu, c'est la vengeance tout court. Donc, on est vraiment très loin d'Oldboy. Hein. Puis, bien sûr, il y a un rapport à la sexualité qui n'est pas du tout le même entre les deux personnages principaux de Oldboy et de The Villainess. Ma critique est terminée. Je pense que c'est à apprécier davantage après le premier visionnage. Vous le revoyez et ce sera beaucoup plus agréable, mais les passages que vous avez trouvés inintéressants le seront toujours, voire même davantage. Donc, c'est un film auquel il faut donner une seconde chance, un second visionnage, je pense qu'il sera plus agréable. Le film sera reconnu pour des effets esthétiques, mais pour rien d'autre. Donc ça fait un film, voilà, qui est là, regardez, j'agite mon drapeau multicolore, mais c'est tout ce que je fais. Hein. Donc voilà, c'est un peu agaçant. Pour ce film-là, je lui mettrais un 12,5 sur 20. C'est méchant, oh là là, un 12,5 alors qu'il met 13 d'habitude. Non, mais c'est vrai que à un moment, le scénario, il m'a gavé, quoi. Et voilà, et le problème, c'est que quand le scénario vous gave, vous avez presque envie d'accélérer pour aller aux scènes d'action parce que vous savez que c'est ça qui fait la valeur du film. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà, et ça c'est un point négatif, quand vous vous sentez obligé de sauter les scènes, même au revisionnage. Ça c'est encore pire, au revisionnage, vous savez le potentiel des scènes d'action, et donc vous les attendez et vous virez les scènes de dialogue parce que vous avez envie de voir les scènes d'action. Ça veut dire que le film il est raté, tout simplement. Parce que sinon, vous regardez le film en entier. Parce que vous savez qu'il y a des enjeux dans les dialogues, dans le rapport des personnages et tout ça. Vous avez envie de voir le film en entier. Si vous avez juste envie de voir les scènes d'action, c'est qu'il y a un problème, tout simplement. Donc vraiment, pour moi, c'est un film qui a un gros problème. Et c'est dans son scénario. Voilà, j'ai terminé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tout d'un coup, voilà, avoir parlé d'un film coréen, alors, voilà, c'est pas facile d'équilibrer un peu le contenu de la chaîne, hein. Donc voilà, je vous propose ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ma critique ou du film, ou les deux. N'hésitez pas en commentaire, je serai ravi de vous lire et peut-être aussi de vous répondre. Quant à moi, eh bien, je prépare des choses pour un film nommé aux Oscars, donc voilà, ça prend juste un peu de temps à écrire, mais ça va arriver. Et en mars, eh bien, il y aura du Tomb Raider à foison, donc préparez-vous. Ça, en mars, ça va être sportif. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!